Bonjour, je suis Myriam Le Goff-Pronost, je suis maître de conférence en économie à l'IMT Atlantique, école d'ingénieurs située à Brest. J'appartiens au département LUCI, logique des usages, sciences sociales et de l'information. Alors, je suis économiste de la santé et mes travaux portent sur l'évaluation économique et médico-économique de la e-santé, l'évaluation multicritère, l'analyse du marché de la e-santé, ses modèles économiques, mais aussi la modélisation des parcours de soins, la place des nouvelles technologies. Alors, je participe à de nombreux projets nationaux et internationaux et je collabore avec quelques instances nationales comme la Haute Autorité de Santé, la NAP, le CGIET ou le Forum des Living Labs. Mon laboratoire de recherche est le LATIM, un laboratoire de traitement de l'information médicale, qui est une unité INSERM localisée également à Brest. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question de l'évaluation médico-économique de la télémédecine et poser la question de savoir si les méthodes traditionnelles d'évaluation en santé, comme les méthodes coût-efficacité et coût-utilité, est-ce qu'elles sont appliquées de la même façon qu'elles seraient appliquées pour un médicament? Je vais illustrer mes propos par quelques exemples réels que j'ai pu évaluer. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, la situation inédite de confinement liée à la pandémie de coronavirus a déclenché une croissance exponentielle du nombre de téléconsultations. Cela fait 20 ans que je travaille sur des projets de télémédecine et jamais jusqu'ici le grand public n'avait conscience ni l'information des possibilités offertes par la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale à distance, se basant sur les nouvelles technologies de l'information, mettant en rapport des professionnels de santé avec un patient afin d'établir un diagnostic, assurer un suivi, requérir un avis spécialisé. La télémédecine, qui a été définie en France en 2009, a été segmentée en 5 actes depuis 2010. C'était surtout une télémédecine hospitalière à l'origine. Ce n'est que très récemment et les événements actuels qui ont aussi étendu la télémédecine à l'ambulatoire. La télémédecine est aujourd'hui remboursée par l'assurance maladie pour 2 actes, la téléconsultation depuis septembre 2018 et la téléexpertise depuis février 2019. Les conditions de remboursement de la téléconsultation étaient assez strictes. Il fallait que cela rentre dans le parcours de soins du patient, avec une orientation par le médecin traitant et une connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant. Avec la pandémie, ces conditions ont été relâchées et tout patient peut demander une téléconsultation à un médecin. On a alors assisté à une explosion du nombre de téléconsultations, comme on peut le voir sur le schéma, alors qu'en décembre 2018, 1000 téléconsultations avaient été remboursées par l'assurance maladie. En février 2020, on était à 40 000. En mars 2020, on comptait 601 000. Du 30 mars au 5 avril, on dénombre en une semaine 935 746 téléconsultations. De quoi nous réjouir d'un tel développement? Se pose alors la question de l'après-pandémie. La télémédecine trouvera-t-elle une nouvelle place dans le système de soins? Mes travaux portent sur l'évaluation médico-économique de la télémédecine. Alors que certains actes sont remboursés, y a-t-il encore besoin de développer des preuves scientifiques sur l'efficience de la télémédecine? Car l'évaluation médico-économique permet, dans la mesure de l'efficience, rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. Dans la définition de la Haute Autorité de Santé présentée ici, on est bien sur les résultats médicaux comparés à des coûts. L'évaluation médico-économique est utile pour décider du remboursement des médicaments, des dispositifs, des pratiques, après la mise en avant d'un service médical rendu, SMR, ou d'une amélioration du service médical rendu, ASMR. Elle est également utile pour la cotation des actes. On peut aussi utiliser pour la modélisation de parcours de soins et identifier des scénarios. Dans l'exemple de l'arbre de décision ci-dessous, nous avons modélisé les différents scénarios de prise en charge d'une personne ayant un AVC selon les choix qui s'offrent à elle.
Si elle est proche d'un service d'urgence avec ou sans télémédecine pour avis d'experts, proche d'une UNV, unité neurovasculaire qui permet la prise en charge et la surveillance intensive des personnes ayant un AVC, ou alors est-ce que c'est une personne qui est éloignée de tout centre de soins? Il est possible de calculer le coût et le résultat en termes de qualité de vie de chacune de ces branches. Nous avons démontré en 2017 avec le professeur Moulin et le docteur Bouamra que la télémédecine apparaît comme une modalité coût efficace pour la prise en charge des AVC avec les données de la Franche-Comté, et ce, en comparant à ces différents scénarios. L'évaluation médico-économique permet aussi de valider de nouveaux modes de rémunération des pratiques médicales. Et notamment pour la télémédecine, il y a toute cette période d'expérimentation de rémunération et de forfait. Ce slide est issu d'Isabelle Bongiovanni de la HAS et permet de comprendre le déroulement d'un remboursement par l'assurance maladie, soit pour un médicament, soit pour un dispositif médical. Pour un médicament, il est nécessaire d'avoir une autorisation de mise sur le marché avec la garantie que le médicament possède un profil de qualité, de sécurité et d'efficacité. Pour le dispositif médical, deuxième colonne, il est nécessaire d'avoir un marquage CE avec des exigences en matière de sécurité et de performance. Ensuite, pour l'avis sur le remboursement, on est sur la validation toujours du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu par la Commission de la transparence pour le médicament ou par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de la santé pour les dispositifs et les actes. C'est là que peut intervenir la nécessité d'avoir une évaluation médico-économique si nécessité de prouver une efficience. On reviendra dans la suite. Pour la fixation des prix, c'est le comité économique des produits de santé, qui est un comité interministériel qui intervient. Et avec l'assurance maladie, ils vont décider du remboursement ou de l'inscription pour les dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables, LPPR, ainsi que la cotation des actes. Pour la télémédecine, on en est bien sur une cotation d'actes actuellement, mais elle mobilise également des dispositifs médicaux qui peuvent ou non être remboursables. Si le dispositif médical utilisé n'est pas remboursable, on peut se questionner sur la pérennité du développement de la pratique basée sur ce dispositif. Concernant la mesure obligatoire ou non de la mesure d'efficience, c'est le décret de 2012 qui l'a définie. La volonté d'une reconnaissance de l'amélioration du service médical rendu et surtout si le produit est susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie. Significative, cela signifie un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur ou égal à 20 millions d'euros après 2 ans de commercialisation. Ceci est évalué par la CESP qui se prononce sur le rapport coût-efficacité. Comme ces démarches prennent du temps, presque 1 an sans compter l'évaluation médico-économique, un forfait innovation a été créé afin de faciliter l'accès précoce aux patients à des technologies innovantes en phase de développement clinique. Il s'agit d'une prise en charge dérogatoire et temporaire d'un dispositif médical ou d'un acte innovant conditionné à la réalisation d'une étude visant à fournir des données cliniques ou médico-économiques manquantes. À cette date, très peu de dispositifs médicaux rentrent dans le forfait innovation. Après le détail de ce contexte, qu'en est-il de l'évaluation médico-économique de la télémédecine? On l'a vu, la télémédecine, c'est à la fois une pratique médicale, mais c'est aussi une organisation, une combinaison de technologies, un acte. Comment évaluer? Peut-on se baser sur les méthodes d'évaluation appliquées aux médicaments? Y a-t-il des spécificités méthodologiques? J'ai effectué un premier travail d'état de l'art en tant que chargée d'études de la télémédecine à la Haute Autorité de Santé, rapport qui a été publié en 2013 pour une revue de littérature portant sur des articles d'évaluation économique de la télémédecine entre 2000 et 2013. Nous avons sélectionné 127 articles.
Ce que nous avons pu démontrer, c'est que les auteurs ont utilisé les méthodes traditionnelles d'évaluation économique, mais que ces études étaient de qualité méthodologique faible. Nous nous étions basés sur la grille de Drummond 2005 de qualité des études économiques, qui a été ensuite développée dans la grille Shears, dont la référence est mentionnée ici. Référence fort utile pour qualifier la qualité de votre évaluation économique. Nous n'avions pas pu conclure sur le fait que la télémédecine puisse être efficiente ou non. En effet, les systèmes de télémédecine étudiés étaient très hétérogènes. Les études cliniques de faible taille, les designs d'études non randomisés. Rien n'était comparable et aucune tendance quant à l'efficience ne ressortait. Conscient de l'importance de l'aspect organisationnel de la télémédecine et de l'insuffisance d'un seul ratio médico-économique pour faire apparaître tous les impacts de la télémédecine, nous avons proposé une matrice d'impact de la télémédecine en fonction des parties prenantes de l'organisation. Pour remplir cette matrice et mesurer l'impact de la télémédecine, il est nécessaire d'accéder à des données quantitatives et qualitatives. Dans la suite, je vais vous présenter quelques projets de télémédecine en mettant l'accent sur les données économiques nécessaires et les designs d'évaluation mis en place. La première évaluation que j'ai pu réaliser n'est pas française, mais c'est une étude québécoise de télécardiologie pédiatrique entre Rouyn-Noranda, au nord, et Montréal, distant de 630 km. Alors Rouyn-Noranda est ici. Et Montréal ici. C'était en 1999, c'est pour vous dire que ça date un peu. Les jeunes patients à qui on détectait une insuffisance cardiaque à Rouyn-Noranda avaient 3 choix. Pour les cas urgents, le transfert du patient de Rouyn-Noranda vers le CHU de Montréal par véhicule médical, souvent avion ou hélicoptère. Pour les cas semi-urgents, le déplacement du patient par sa famille, souvent en voiture. Et pour les cas non urgents, il pouvait attendre le médecin cardiologue itinérant qui passait 2 fois par an dans la région. L'alternative mesurée était donc la mise en œuvre d'une pratique de télémédecine avec les médecins experts du CHU de Montréal. Nous avons proposé une évaluation économique la plus simple, c'est-à-dire une minimisation de coûts, car l'hypothèse était que la télémédecine ne pouvait que donner que les mêmes résultats cliniques que les autres alternatives. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée empiriquement. Nous avions des données cliniques de 70 patients et à partir de là, nous devions créer les données économiques. Le point principal était de définir le groupe contrôle. N'ayant pas un design d'études de type randomisé, nous avons travaillé sur des données ex post et avons simulé un groupe contrôle. Le médecin, pour chaque cas, définit la stratégie médicale qu'il aurait mis en œuvre si la télémédecine n'existait pas. Heureusement qu'il n'y avait pas 500 patients. Nous avons adopté une perspective collective, à savoir le point de vue des centres hospitaliers, du gouvernement, des patients. Pour chaque patient, nous avons identifié les coûts évités par la télémédecine, n'ayant pas d'autres sources de coûts. À partir de là, nous avons calculé une valeur actualisée nette, la VAN, qui se trouva être négative du fait notamment d'une technologie et d'un réseau à cette époque très cher. Le seuil de rentabilité était à 120 consultations, mais comme le mentionnait le médecin, nous ne pouvions augmenter le nombre de patients à volonté. Pourtant, malgré ces résultats économiques négatifs et donc la non-efficience de la télémédecine, il n'était pas question pour le médecin d'arrêter, car c'est une pratique qui était bien appréciée par les patients et adoptée par les médecins. Ma carrière d'économiste commençait mal. Afin de réduire le coût, alors des scénarios de mutualisation ont été proposés pour d'autres spécialités et d'autres hôpitaux. Nous avons proposé une démarche plus globale, prenant en compte le calcul de l'efficience de la télémédecine, ses effets externes, pour avoir ce que l'on nomme un bénéfice social. Au final, au début de la télémédecine, nous étions sur de faibles échantillons, des technologies coûteuses, des données non accessibles. Et nous démontrions que le développement de la télémédecine ne pouvait pas s'arrêter
uniquement au seul calcul économique. Quelques projets plus tard, nous avons eu l'opportunité d'accéder aux données réelles de consommation de soins de patients dans le cadre du projet VigiSanté. Et là, en tant qu'économiste, les considérations économiques sont revenues plus fortes que les aspects multidimensionnels, avec une volonté de proposer des designs d'études plus pertinents. Le projet VigiSanté a été initié par 3 groupes de protection sociale, Malakoff Médéric, Vauban Humanis et DEO. Il s'agit d'un projet de dépistage et de prise en charge de l'hypertension artérielle en entreprise sur la base d'une plateforme de télémédecine. Il y avait un dépistage de l'hypertension pour les salariés volontaires, un programme de suivi personnalisé sur Internet, une remise de dispositifs médicaux communicants et un suivi par télémédecine. Nous avons mené une analyse coût-efficacité du point de vue du système de santé. Le critère principal était un critère clinique, la différence de pression artérielle systolique et diastolique. Les coûts étaient mesurés par les données de consommation de soins issus de l'assurance maladie. Le groupe intervention était celui qui bénéficiait de la télémédecine. Un groupe contrôle a été construit à partir de dossiers médicaux de médecins traitants de patients hypertendus, avec retranscription par le médecin des données de tension et des différentes prescriptions. Alors que nous avions un groupe d'intervention de 651 patients, le manque de données a conduit à des groupes d'analyse plus faibles. Le manque de données est dû au non-appariement aux données de l'assurance maladie, au fait que certains patients n'ont pas été au bout de la période de suivi et pour quelques-uns, des problèmes techniques qui les ont conduits à arrêter l'intervention. Les résultats économiques obtenus est présenté dans le cadran coût-efficacité présenté ici. On constate que les résultats des simulations se placent dans le cadran nord-ouest, le 0 étant ici, donc normalement ça continue là, ce qui indique une efficacité plus faible du groupe télémédecine et des coûts plus élevés. Dans le cadre de cette expérimentation, la télémédecine est également non efficiente. Ceci s'explique par des coûts de technologie élevés, toujours. Lors de l'expérimentation, la solution technologique a été construite ex nihilo, avec des coûts de R&D importants. Est-ce à ce moment-là qu'il faut mener des évaluations? C'est une question. Le critère clinique était aussi moins performant. Une des raisons est un groupe contrôle non apparié avec le groupe intervention. Il y avait des personnes de plus de 70 ans dans le groupe contrôle, on peut supposer qu'elles n'étaient pas salariées. Donc il a fallu revoir aussi ce groupe contrôle. Au final, nous n'étions toujours pas dans un cadre de design de type randomisé. Du coup, le niveau de preuve est plus faible. Lorsque nous raisonnons en termes de données de vie réelles, on prend le risque de perdre un certain nombre de données sur les patients. Le troisième cas est celui qui m'a permis de réfléchir à la cotation de l'acte de télémédecine. Il s'agit du projet Domoplay et notamment l'étude du réseau TELAP en Normandie. Il s'agissait de la prise en charge des plaies complexes par télémédecine. Les patients à domicile, accompagnés de leur infirmière libérale, bénéficiaient d'une téléexpertise à distance avec un médecin dermatologue ou une infirmière ayant un DUI plaie, à partir d'une photo qui était prise via une tablette. Le médecin ne souhaitait pas mettre en œuvre un tirage au sort pour le design de l'étude. En effet, le médecin souhaitait faire une expérimentation en situation réelle. La télémédecine était proposée à tout patient et le groupe contrôle a été construit à partir des patients qui préféraient se déplacer chez le dermatologue et parfois attendre quelques mois avant d'avoir un rendez-vous. Au final, nous avons eu 121 patients avec télémédecine et 49 sans télémédecine. Une spécificité de la télémédecine, c'est qu'on ne peut pas faire du double aveugle, comme on pourrait le faire avec un médicament placebo. Car le patient ne se déplace pas, il s'en rend compte, et il a un usage de la technologie. Donc il sait qu'il fait de la télémédecine. Nous avons mis en œuvre une analyse coût-efficacité avec comme critère principal le nombre de jours de prise en charge.
Pour les coûts, nous avons reçu les données de la DRSM, la Direction régionale du service médical, qui a un accès aux données de l'assurance maladie régionale, c'est-à-dire 2 ans de consommation de soins, mais sans données de l'hôpital. Alors que les données du SNIRAM via le SNDS permettent un accès aux données à la fois ambulatoires et celles du PMSI, donc de l'hôpital. Comme précédemment, nous avons perdu quelques patients lors de la recherche des données de consommation de soins, ici par le fait que les données régionales ne concernaient que le régime général. Et nous avions quelques patients d'autres régimes comme la MSA. Au final, 77 patients dans le groupe intervention et 39 patients dans le groupe contrôle. Nous sommes encore sur des échantillons de taille faible. Les résultats économiques étaient très positifs. Un ratio différentiel coût-efficacité, ou un ICER en anglais, positif. Une meilleure efficacité à moindre coût. La télémédecine était donc dominante. L'économie réalisée était de 4 929 € par patient sur une période de 9 mois. Des résultats très prometteurs qui nous ont permis de proposer des scénarios de rémunération, d'autant plus que nous étions dans le cadre des premiers cahiers des charges d'expérimentation de la télémédecine. Nous avons proposé une rémunération pour le médecin expert, pour le fournisseur de la technologie, et nous proposions également une rémunération pour l'infirmière à domicile, car du fait de la téléexpertise, passer plus de temps chez le patient. Le temps de transmettre la photo, de recevoir le diagnostic et la prescription. Par contre, ce point n'a pas été validé, malgré la grosse économie réalisée, et à ce jour en téléexpertise, c'est bien le médecin requis qui reçoit la rémunération. Autre spécificité concernant les données de vie réelle, nous nous sommes basés sur les données issues du logiciel que remplissaient les professionnels de santé. Et nous avions envisagé de prendre en compte la qualité de vie pour mener une analyse coût-utilité. Cependant, les questions relatives à la qualité de vie n'étaient pas remplies. Le médecin, dans son usage quotidien, n'avait pas d'utilité sur le remplissage de cette qualité de vie. On ne peut donc pas forcer l'accumulation de données à des fins d'évaluation lorsque nous sommes dans un design de vie réelle. Tout comme il ne faut pas cumuler le nombre de questionnaires auprès du patient. Ici, la moyenne d'âge était autour de 70 ans. Nous avons toutefois complété cette évaluation économique par une évaluation de la satisfaction des personnes requises, des personnes requérantes et des patients. C'est une approche complémentaire utile pour la diffusion de la télémédecine. La dernière étude de cas est une étude en cours menée dans la région Hauts-de-France et portée par l'URPS Hauts-de-France sur la téléexpertise en dermatologie aussi, pour la détection et la prise en charge par la télémédecine de tumeurs de la peau cancéreuse. Ce projet est financé par l'INCa, l'Institut national du cancer. Le protocole d'évaluation est à la fois économique et sociologique. L'évaluation médico-économique sera une analyse coût-efficacité avec données de consommation de soins réels issues de la DRSM régionale et du SNIRAM. Alors, pourquoi mener une étude médico-économique alors que la téléexpertise est remboursée depuis février 2019? Parce qu'actuellement, une rémunération est proposée par l'ARS en tant qu'expérimentation. 14 € pour le médecin généraliste et 46 € pour le dermatologue. Or, le financement dans le cadre du droit commun, c'est 12 € ou 20 € par téléexpertise, dans la limite de 4 actes par an par médecin et par patient. Donc, on est très loin de la rémunération proposée dans l'expérimentation. En démontrant que cette pratique est efficiente, les professionnels de santé espèrent pouvoir faire évoluer la rémunération. C'est une condition nécessaire, car sans cela, ils l'ont dit, ils ne maintiendront pas la téléexpertise. Un questionnement se pose sur la façon de prendre en compte les effets d'un dépistage précoce. Comment s'assurer de l'efficacité d'une politique de prévention et de dépistage? C'est une vraie question en évaluation économique. Quels critères peut-on vraiment considérer pour démontrer un avantage d'un dépistage ou d'une politique de prévention?
Sur le design, une possibilité serait de passer par une randomisation par cluster de type step-wage. Ceci est intéressant quand l'inclusion des patients se fait à partir de l'ambulatoire. Chaque cabinet sera tiré au sort de telle sorte que chaque cabinet de généraliste appartiendra successivement au bras contrôle et basculera dans le bras intervention, agissant comme son propre témoin. Les nouveaux projets d'évaluation médico-économique se doivent de proposer des designs d'évaluation de niveau de preuve plus élevé. Actuellement, je suis de nouveau chargée d'études pour la HAS sur l'évaluation de l'efficience de la télésurveillance. La question de la mise en œuvre d'évaluation médico-économique se pose toujours pour la télésurveillance dans la mesure où aucun acte de télésurveillance n'est remboursé. La télésurveillance rentre dans le programme ETAP, qui veut dire expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé, avec la volonté de tester des forfaits de télésurveillance. Nous avons mené une revue de littérature de 2013 à 2019 et avons travaillé sur 52 études. Les méthodes utilisées sont toujours des méthodes traditionnelles d'évaluation économique. Et particulièrement, on observe une prépondérance des études coût-utilité avec des mesures de qualité de vie basées sur l'échelle EQ5D, échelle qui est recommandée par la HAS. La qualité méthodologique des études est aussi plus élevée. Des tailles d'échantillons plus élevées, en moyenne 257 patients, et un horizon temporel plus grand, au moins 1 an. Les résultats sont positifs. La télésurveillance est efficiente dans 75% des études. Nous avons aussi mené des méthodes ici, dans le graphique ici, qui montrent une meilleure qualité de vie pour les études de télésurveillance en santé mentale. Alors, le rapport est en cours de finalisation. Comme spécificité pour l'évaluation de la télésurveillance, nous constatons que le groupe comparateur n'est pas forcément la pratique traditionnelle. Mais du coup, en télémédecine, on peut avoir comme comparateur, ça peut être une solution technologique dégradée. Un peu moins de technologie, un peu moins de services. Actuellement, se pose aussi la question de la pertinence des échelles de qualité de vie pour prendre en compte toutes les dimensions de qualité de vie du patient, tout en sachant que la télésurveillance implique une certaine autonomie du patient et un empowerment du patient. Comment le prendre en compte dans les études de qualité de vie? Dans toutes les études, le coût de la technologie est pris en compte, avec des coûts beaucoup plus faibles qu'au début de la télémédecine. Mais aussi se rajoute la formation des patients et des professionnels de santé aux nouveaux outils. La télésurveillance est une pratique qui s'insère dans le parcours de soins du patient. Du coup, l'évaluation médico-économique ne devrait-elle pas se baser sur des forfaits au lieu de chercher un remboursement à l'acte? C'est une question encore en suspens. Pour conclure, il est souvent difficile de baser l'évaluation de la télémédecine sur un seul critère qui serait l'efficience. Il est utile de s'orienter vers des méthodes multidimensionnelles, comme la matrice d'impact de la HAS. Nous avons aussi proposé avec le ministère de l'Industrie la grille GEMSA, grille d'évaluation multidimensionnelle en santé-autonomie. Il faut prendre en compte 5 dimensions: dimension clinique, technique, économique, les usages et la qualité, et surtout la dimension organisationnelle. La télémédecine fait aussi modifier la relation médecin-patient. Comment peut-on l'évaluer et comment évalue-t-on l'implication du patient? Faut-il le rémunérer dans son parcours ou pas? Tout ça, c'est des questions évidemment qui sont posées mais qui restent complètement ouvertes et un peu provocatrices. L'enjeu actuel de l'évaluation médico-économique est d'adapter les mesures tarifaires. Peut-être faudrait-il envisager des tarifs selon l'organisation de la télémédecine, le parcours de soins, la pathologie des patients. L'enjeu reste aussi les données, avec le développement des objets connectés et la mise à disposition d'algorithmes, d'alertes.
nous allons vers une cumulation de données et de traitements automatiques. L'intelligence artificielle, quelle place, comment elle peut s'intégrer et comment on l'évalue. Aujourd'hui, nous travaillons sur des modèles économiques de l'intelligence artificielle en santé. Ce type de données peut-il être intégré dans le design des évaluations et dans les mesures d'efficience? Ainsi, les méthodes d'évaluation économique restent les mêmes, mais les traitements statistiques et les designs d'études pourront être différents. Elles seront complémentaires à des évaluations qualitatives et je pourrai de nouveau mobiliser le concept de bénéfice social mentionné dès ma première évaluation. Depuis, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ESSEC sur la mesure d'impact social de la télémédecine dans le cadre du projet de territoire de santé de l'île de la Réunion, le projet OIS. Et cela revient à calculer un ratio socio-médico-économique à la fois multidimensionnel et social, pouvant inclure l'ensemble des effets externes inclus dans le parcours du patient. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens disponible pour d'éventuelles questions.